Bienvenue à tous. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, deux des plus grands exportateurs de céréales au monde, fait flamber les prix des produits de consommation comme le pain et remet sur la table la question de l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Ces deux pays fournissent à eux seuls près de 25% des céréales dans le monde, dont une bonne partie est exportée vers l'Afrique. Certains pays du continent dépendent à hauteur de 80% de la Russie et de l'Ukraine pour ce qui est de leurs importations de blé. Avec des situations socio-économiques déjà fragiles, surtout dans des zones frappées par des conflits, la guerre en Ukraine a relancé le débat sur l'indépendance alimentaire en Afrique. Le FMI alerte même sur les risques de troubles sociaux sur le continent en raison de la flambée des prix alimentaires dus au conflit en Ukraine. Comment l'Afrique peut-elle réduire sa dépendance alimentaire? Réponse avec nos invités. L'invasion russe de l'Ukraine, l'un des plus grands exportateurs de blé au monde, a entraîné une flambée des prix du pain dans des pays importateurs comme le Zimbabwe. L'association des meuniers du Zimbabwe a mis en garde contre d'éventuelles pénuries de pain dans le pays après que l'Ukraine a été contrainte de suspendre ses exportations. Le reportage de Columbus Mavunga depuis Harare, et c'est un récit de Lionel Gaïma. Christine Kayumba est une mère de famille à Harare. Elle a le cœur brisé par la hausse des prix. Elle ne peut même pas se permettre d'acheter du pain pour ses 4 enfants avec son salaire de moins de $250 par mois, car une baguette de pain coûte maintenant plus de $2. Elle est professeure d'anglais dans un lycée. Elle affirme qu'elle est obligée de préparer une bouillie légère et fade 3 fois par jour pour sa progéniture et qu'elle sert rarement du riz, car c'est aussi très cher. Cette augmentation du prix du pain m'a réduit à zéro, mon frère. Je n'ai pas l'impression d'être toujours la figure maternelle, le gagne-pain de ma famille, parce que je ne parviens pas à subvenir à leurs besoins. Chaque matin, ils se réveillent en pleurant pour avoir du porridge, pleurant pour du pain. Tafadzwa Musarara est le président de l'association des mineurs du Zimbabwe qui importe des céréales. Il attribue la hausse de prix au conflit russo-ukrainien. Soudain, nous nous sommes réveillés sans cet approvisionnement. C'est la crise qui est là. L'inflation sur le prix du pain, l'augmentation du prix du pain est un facteur importé. Maintenant, nous nous efforçons de voir comment nous pouvons l'obtenir d'autres pays. Il ajoute que du blé destiné au Zimbabwe était bloqué depuis 2 semaines dans la ville ukrainienne de Mariupol, assiégée par les soldats russes. Andrew Matibiri est le PDG de la Société agricole du Zimbabwe, un groupe chargé de promouvoir le développement agricole dans le pays. Il voit une opportunité dans les pénuries de blé actuelles. En tant que Zimbabwe, le moment est venu pour nos agriculteurs de produire davantage pour que le gouvernement et le secteur privé travaillent ensemble, main dans la main, pour soutenir les agriculteurs qui souhaitent se lancer dans la production de blé. Ce serait certainement une bonne nouvelle pour les gens comme Madame Kayumba qui ne peuvent plus s'offrir le luxe d'acheter du pain devenu vraiment trop cher et hors de portée. Voilà, merci beaucoup Lionel. Et à présent, nos invités depuis notre studio de Paris, Younes Belfella, docteur en économie et consultant en relations internationales. Ici à Washington, le docteur Ousmane Doré, consultant, économiste et ancien ministre guinéen de l'économie et des finances, également un ancien du FMI et de la Banque africaine de développement. Et avec moi ici en studio, Jean-Claude Zamba, vous êtes analyste politique, également ingénieur en agro-business. Alors Jean-Claude, alors qu'on continue même de vivre déjà les conséquences de la pandémie de Covid-19, le conflit ukrainien vient un peu aggraver un peu la chaîne de production et d'approvisionnement mondial. Les cours de blé ont connu une hausse de 23%. Pourquoi l'Afrique souffre-t-elle plus que les autres?
On dirait déjà que c'est à cause de la dépendance dont souffre l'Afrique. Il est malheureusement, on constate aujourd'hui qu'aucun pays en Afrique, sur le plan alimentaire, n'est autosuffisant. Rien que par rapport aux consommations qui sont faites, que ce soit au niveau du riz, que ce soit au niveau du blé ou d'autres matières qui sont en fait dans le panier de la ménagère, tout est importé ou une grande partie. Nous pensons qu'aujourd'hui, certaines choses déjà qui avaient été remarquées pendant la période du Covid, par exemple au niveau des engrais, il y avait déjà un problème parce que vous allez voir que pendant la pénurie en Inde, les stockages où il y avait les engrais étaient gardés parce que en fait, les gens étaient prêts à les voler pour essayer de s'en sortir économiquement. Qui est le premier exportateur d'engrais. Premier exportateur, la Russie. Et donc là, vous voyez que nous devant un problème où nous espérons que ce sera quelque chose qui va permettre aux pays africains de réaliser que nous avons plus de 60% des terres arables et que nous pouvons, si nous avons des politiques globales et des politiques régionales et nationales, arriver sur le fait que l'Afrique soit le panier de la ménagère du monde. D'accord. Alors, Younes Belfella, des pays comme l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria et même le Bénin, bien d'autres, dépendent énormément du blé russe. Est-ce qu'on peut avoir une explication historique à cela? Bonjour à vous tous, merci de m'avoir invité. Effectivement, la question de la dépendance, particulièrement au blé qui vient de la Russie et de l'Ukraine, d'abord parce qu'il y a la question du volume, c'est à peu près 30% du blé mondial, mais aussi les coûts qui sont largement moins chers comparé par exemple à du blé qui vient d'autres pays européens comme la France ou d'autres pays même asiatiques. Donc la dépendance, effectivement, ça revient parfois parce qu'il y avait des pays en Afrique qui étaient liés aux colons communistes, mais aussi parce qu'il y a aussi la question du coût et la proximité entre l'Europe et l'Afrique. Et donc on le voit clairement dans certains pays comme l'Égypte, 80% par exemple des exportations du blé vient de la Russie et l'Ukraine. Maintenant, je ne veux pas en fait qualifier la situation par sécurité ou insécurité, on va dire, alimentaire, parce que ça c'est un sujet qui est plus vaste que la question du blé. Ça peut concerner toutes les céréales, les produits laitiers, le riz, surtout les produits qui sont largement consommés en Afrique. Mais pour planter un petit peu le décor, il faut qu'on fasse la distinction entre l'autosuffisance, la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Donc le problème actuellement avec cette invasion russe en Ukraine, c'est pas seulement un problème particulièrement africain, parce que le monde entier il passe par une crise sans précédent. Pas seulement par l'ampleur de cette crise, mais par la complexité de cette crise. Ça veut dire qu'on vient de sortir d'une crise sanitaire qui est le Covid-19. Par la suite, on a cette invasion russe et ukrainienne qui a bien évidemment un impact économique mondial. Mais on a aussi le grand problème actuellement du commerce international représenté par la question du supply chain, la question des chaînes de valeur qui est exactement et d'approvisionnement qui est impacté. Le confinement ou la fermeture chinoise du port de Shanghai qui représente 20% du commerce international, tout ça effectivement impacte tous les pays du monde, parce que moi j'entends en Europe la sécurité ou la crise de la sécurité alimentaire, sachant bien que l'Union européenne c'est un parmi les principaux producteurs agroalimentaires dans le monde, et c'est un secteur qui est le plus subventionné en Union européenne. Donc quand on parle de l'Afrique, il faut bien évidemment contextualiser par rapport à des spécificités et des particularités africaines. C'est vrai que même ici aux États-Unis, le taux d'inflation est très élevé en ce moment. Alors, Ousmane Doré, pourquoi quand même 60 ans après les indépendances, beaucoup de pays africains sont encore dépendants des importations de céréales, alors que l'Afrique centrale, par exemple, ou même des pays comme la Guinée peuvent être le grenier de l'Afrique? Oui, tout à fait. Merci d'abord de m'avoir dans votre programme. Ce qu'il faut dire, c'est que la réponse est claire. C'est que nos pays, les pays africains, en dépit de leur vaste potentiel agricole, n'ont simplement pas réussi l'autosuffisance alimentaire. Et il vous souviendra qu'après les indépendances, il y avait beaucoup de discours sur cette révolution verte qui devait permettre à l'Afrique
de finalement avoir sa souveraineté agricole. Et malheureusement, les politiques n'ont pas suivi. Et un seul chiffre pour vous dire le niveau de gravité de ce problème, c'est 100 milliards de dollars qui représentent la facture d'importation agricole en Afrique. Et c'est effectivement sérieux pour un continent qui veut s'affirmer dans le monde du XXIe siècle. Alors, je dirais donc que les pays, vous l'avez dit, comme la Guinée, l'Afrique centrale et bien d'autres d'ailleurs, représentent des greniers. Et je prends le cas simplement de la Guinée, qui a aujourd'hui près de 15 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 25% sont exploités. Et vous avez des pays comme en Afrique centrale, la RDC, ou vous voulez même le Gabon, ce sont des pays qui ont plutôt mis en avant des secteurs comme les mines, l'agriculture, les hydrocarbures, et ce qui a eu ce que les économistes appellent le syndrome hollandais, et l'agriculture a été reléguée au second plan, n'a pas pu vraiment arriver à l'essor qu'il fallait pour assurer l'autosuffisance alimentaire. D'accord. Alors, la Banque africaine, il faut le dire, avait sonné l'alarme en parlant de ces 5 grandes priorités pour l'Afrique. Et il vous souviendra que l'agriculture a été placée comme la plus grande priorité dans le programme Nourrir l'Afrique. Voilà donc les problèmes auxquels on peut faire allusion. La guerre en Ukraine ne fait que mettre en exergue ces problèmes qui existent depuis les indépendants. D'accord. Alors, Jean-Claude, justement, est-ce que ce n'est pas un problème de priorité des pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, ou même le Cameroun? Devrait-il développer la culture des céréales au détriment, par exemple, du café ou du cacao? Ou peut-être l'un n'exclut pas l'autre? Je dirais que l'un n'exclut pas l'autre. Déjà, dans son livre « L'Afrique est mal partie », René Dumont, en fait, parlait du côté agricole. Les gens ont mal compris, en fait, certaines choses par rapport à son livre. Mais il disait que toute révolution, en fait, la première révolution qu'un pays doit traverser, c'est la révolution agraire. Et vous voyez que quand on regarde l'Afrique, il y a eu à un moment, vous avez plus de 60% de la population qui est dans l'agriculture. Il faut vous focaliser dans ce côté, vous avez le maximum de vos forces vives. Voyez, et on s'est concentré plus sur les ressources naturelles, le bois. La Côte d'Ivoire, malheureusement, bien qu'étant un pays de départ agraire au niveau donc, du cacao, depuis les indépendances, la Côte d'Ivoire a perdu à cause donc, de l'avancée du désert. Au début des années de l'indépendance, il y avait 17 millions d'hectares. Aujourd'hui, à cause de l'avancée du désert, elle se retrouve avec 3 millions d'hectares de terres arables. Donc la politique ne doit pas seulement être sur, effectivement, mettre une priorité sur une diversification agricole, mais également comment protéger ces terres arables qui, quelque part, sont une richesse pour ces pays. Et si vraiment les politiques se mettent là-dessus, vraiment, on ne voit pas comment l'Afrique ne peut pas être ce grenier même de l'humanité. D'accord. Alors, Younes, il y a certes la nécessité de produire davantage avec une agriculture intensive, mais est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un problème de transformation locale, comme on le voit déjà avec beaucoup de matières premières produites en Afrique qui finissent par être, disons, transformées ailleurs? Tout à fait. Maintenant, pour assurer la sécurité alimentaire, il faut toujours assurer 4 éléments. D'abord, la qualité, la disponibilité, l'accessibilité et surtout la stabilité de certains programmes et de certaines stratégies agricoles. Là-dessus, j'aimerais bien souligner un point que je trouve très intéressant. D'après plusieurs études de certains pays africains, on trouve qu'il y a un manque de coordination ou de concertation entre les stratégies sectorielles. C'est-à-dire, on demande un mode pour l'agriculture ou l'irrigation pour l'agriculture, par exemple, et on nous encourage des ressorts golfiques, par exemple, pour le tourisme. Donc, il y a un problème de concertation. Maintenant, les objectifs qui ont été assignés pour l'Union africaine, par exemple, c'était d'encourager les pays à mettre 10% du budget annuel pour l'agriculture. Seulement 4 pays africains actuellement qui font ça. La situation actuelle, d'après les chiffres de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, on a 386 millions d'Africains qui sont menacés par la question de l'insécurité
alimentaire. On a 234 millions qui sont mal détruits et qui sont répartis principalement les deux régions qui sont les plus menacées. C'est d'abord l'Afrique de l'Est, 44%, et l'Afrique de l'Ouest avec 27%. Le problème, c'est aussi un problème institutionnel, parce que moi je trouve que l'Union africaine n'a pas travaillé par exemple à la création d'une banque alimentaire qui peut assurer ce genre de besoins, et d'abord à identifier les besoins et les assurer. Deuxièmement, il y a un manque d'initiative entre les différents pays, sans problème de certaines questions qui sont liées au secteur agricole et agroalimentaire dans chaque pays, c'est-à-dire la question de la technologie, le manque de formation. On a un taux de chômage qui est très élevé en Afrique, mais par contre on a un manque par exemple des pêcheurs, on a un manque des gens qui sont spécialisés dans tout ce qui est céréales. Donc la question elle est vraiment fondamentale. On peut la qualifier de structurelle et en même temps conjoncturelle. Alors je voulais aller vers le docteur Doré avant les commentaires Facebook. Depuis quand même le début de cette guerre en Ukraine, on a vu quelques initiatives personnelles dans des pays, au Cameroun, au Sénégal par exemple, où des boulangers essaient de mettre sur le marché du pain à base de céréales locales. Mais la grande bataille n'est-elle pas celle du changement des habitudes alimentaires? Les gens aiment beaucoup le pain en Afrique, en tout cas en Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal. Tout à fait. On peut peut-être même mettre cela dans le contexte du riz, qui est dans beaucoup de pays l'aliment principal. On mange le riz le matin, à midi et le soir. Et le pain, pour certains pays comme les pays de l'Afrique du Nord, c'est la même chose. Donc, ce qu'il faut effectivement, est-ce qu'il est possible d'opérer une dynamique de changement des habitudes alimentaires? La question pour ça est une question de long terme. Peut-être moins terme, puisqu'il faut des politiques de vulgarisation. Ce n'est pas évident que les gens changent leur habitude alimentaire du jour au lendemain. Je l'ai vécu au Nigeria, où j'ai servi au compte de la BAD. Le président Jonathan, qui voulait promouvoir la consommation du manioc ou réorienter la consommation du riz vers ces produits, et avait montré une politique très volontariste, en montrant tous les soirs à la télévision la présidence qui mangeait le foutou au manioc, et que les gens comprenaient que c'était un bon repas auquel il fallait souscrire. Je crois que la bataille, ça va être cela, mais ça ne suffit pas. Monsieur Dia, il faudrait bien que nous puissions travailler à booster la production, la productivité agricole. Et ces mêmes les farines locales qui sont à base de manioc et autres, faut-il encore que ces substituts soient produits avec beaucoup en bonne quantité pour permettre justement à ces pains à base locale d'avoir des prix raisonnables pour les consommateurs. D'accord. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Yao Marcelin Kofi est à Abidjan. Il écrit « L'insécurité alimentaire en Afrique ne peut pas s'expliquer par le seul fait du conflit russo-ukrainien, car des pays essentiellement agricoles abandonnent le plus souvent les cultures vivrières, sources d'alimentation, au profit de cultures de rente comme le café et le cacao. L'Afrique devrait mettre l'accent sur le secteur agricole en le modernisant pour accroître sa production, surtout céréalière. Alphonse Boaki à Kinshasa nous dit qu'il y a déjà des pays qui envisagent d'accroître la culture du manioc, du riz, des patates et des plantains pour remplacer le blé dans la fabrication du pain. Donc, l'Afrique doit se pencher sur le consommé local. Et puis, Hassan Boulalé est à Djibouti. Il nous dit que l'autosuffisance alimentaire est possible en Afrique, mais il manque la volonté politique. Il existe bel et bien des outils et des méthodes d'irrigation modernes, de développement agricole durable. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux.
La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités depuis nos studios de Paris, Younes Belfella, docteur en économie et consultant en relations internationales. À Washington, Dr Ousmane Doré, consultant, économiste et ancien ministre guinéen de l'économie et des finances. Et avec moi ici en studio, Jean-Claude Zamba, analyste politique, également ingénieur en agro-business. Alors, Younes, dans une économie mondialisée, interconnectée, est-ce qu'il est même possible pour l'Afrique de réduire sa dépendance vis-à-vis du reste du monde? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire là-dessus, c'est bien évidemment la question de l'augmentation agricole. Je la trouve très intéressante, surtout qu'il ne manque pas de terrain ni d'eau en Afrique. Ce qui manque, c'est seulement la question de la maîtrise et la gestion de ces deux ressources intéressantes. Maintenant, après, il faut aussi travailler sur la question de l'intégration économique africaine parce qu'elle est importante sur ce genre de questions et surtout la continuité et la stabilité des stratégies agricoles. Je pense bièrement à certains pays qui ont développé des très bonnes stratégies dans la dernière décennie, comme le Sénégal, comme le Nigeria, comme le Kenya, comme le Maroc, qui ont des vraies stratégies sur cette partie agricole. Maintenant aussi, il faut qu'on prenne en considération qu'il y a deux défis majeurs, le changement climatique et la croissance démographique. Et dans ce sens-là, il faut bien évidemment adapter les stratégies par rapport aux besoins et priorités du continent africain. Et la question de la modernisation, surtout par l'investissement technologique, là bien sûr ça peut ouvrir la porte à des grandes entreprises européennes qui profitent et qui exploitent des terrains agricoles pour investir là-dessus. Parce que moi je vois des pays, des petits pays par exemple comme Israël qui devient exportateur agricole pour le continent européen, alors qu'on a des pays africains qui ont énormément de richesses et qui n'arrivent pas à atteindre ce genre de ce seuil. Donc ce qu'il faut il faut aussi revoir la politique de la ville parce que l'urbanisation de certains terrains agricoles a impacté récemment la productivité agroalimentaire en Afrique et bien évidemment le fait de travailler sur des politiques sur le long terme, c'est un élément qui est très intéressant pour ce genre de pays. Ouais, effectivement, le béton qui prend le dessus, surtout le reste dans beaucoup de villes africaines. En tout cas, Dr Ousmane Doré, les turbulences politiques intérieures malheureusement et les conflits comme dans le Sahel, est-ce que tout cela ne peut pas constituer un frein à cet objectif qui constitue la hausse de production céréalière et même d'échanges intra-africains? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. La sécurité transfrontalière, on l'a vu au Sahel, ça contribue essentiellement à réduire le volume de production au niveau de ces pays. Mais ce qu'il faut réellement, c'est de ne pas voir ces facteurs comme étant insurmontables. Je veux dire qu'il n'y a pas de fatalité. Les problèmes internes sont dus souvent à des questions de gouvernance politique et institutionnelle des pays. Et je crois qu'aujourd'hui, la plupart des pays appartenant à des zones économiques comme la CEDEAO, ils ont des politiques agricoles communes. L'UMOA a une politique agricole commune. C'est de permettre en fait de voir qu'il y a des zones qui pourraient ne pas être propices à une certaine production et d'autres zones peut-être produisent et le marché commun permet d'écouler les produits entre les États. Je crois que l'intégration régionale doit être un facteur clé. Et l'autre élément, c'est qu'il faut des politiques adéquates. J'ai parlé tantôt de la question de la transformation de l'agriculture. Et il est très évident que le développement de ce secteur-là a deux modèles. Il y a deux modèles qui se posent là, ou qui peuvent être mis en face. C'est d'abord le modèle exogène, qui veut dire qu'on exploite l'agriculture en fonction de nos priorités ou de nos avantages comparatifs. C'est le cas du cacao en Côte d'Ivoire et le Ghana aussi. Mais il y a le développement endogène, qui veut dire qu'il faut se focaliser sur la production des céréales, des cultures vivrières pour assurer l'autosuffisance. Nous pensons que les deux modèles de développement
doivent aller de pair, mais surtout avec un focus sur le développement endogène permettant à l'Afrique de s'assurer une sécurité alimentaire, surtout dans un monde où il y a beaucoup de chocs exogènes. Vous avez tantôt parlé donc de ces questions de conflit avec les djihadistes au nord, et aujourd'hui des politiques, des initiatives comme celle des Nations Unies qui portent sur la ceinture verte sont de nature à aider pour pouvoir contenir le niveau d'avancement du désert et même de la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. D'accord. Alors, Jean-Claude, il y a cette question de la formation aussi des ingénieurs agricoles et même des agriculteurs eux-mêmes. Comment est-ce qu'avec tout cela, on peut booster également l'intérêt des investisseurs dans le domaine agricole pour créer une véritable chaîne d'une économie agricole rentable et qui puisse permettre d'atteindre cet objectif? Bon, la nécessité étant la mère de toute invention, nous pensons qu'avec ce qui se passe, non seulement avec la crise du Covid, mais également du conflit, il y a des personnes comme M. Dangote qui ont vraiment commencé bien avant tout cela à investir vraiment sur le côté agricole. Donc ce qu'il faut faire déjà, c'est qu'il faut regarder au niveau de nos exploitations agricoles. La plus grande majorité des exploitants agricoles sont des femmes. Il faut assister ces femmes. Aux États-Unis, nous avons ce qu'on appelle l'extension agricole qui est là pour aller vers les fermiers, répondre à certaines questions, leur donner de meilleures façons d'améliorer leur culture et également trouver des marchés pour leurs produits. Il y a également au niveau logistique, au niveau des transports. Si vous n'avez pas de route et vous produisez à l'intérieur du pays, vous avez un problème de vente. Donc il faudrait en fait regarder la chose d'une façon assez globale. Les investisseurs ont leur rôle à jouer, le gouvernement a son rôle à jouer, les exploitants agricoles également. Ce qui est également intéressant à faire, c'est que par exemple, vous allez voir, moi j'ai fait mes études ici et j'ai beaucoup travaillé ici, c'est que vous allez voir que dans même des écoles primaires, on commence à initier les jeunes au travail agricole. On n'a pas ça nécessairement chez nous. Chez nous, quand vous vivez en ville, voir quelqu'un qui vous dit qu'il est fermier agricole, c'est comme si c'est quelque chose de négatif. Alors il faudrait commencer à initier les gens vers cela. Je suis très favorable à ce qui se passe par exemple au Niger. Une grande partie des jeunes sont dans l'agriculture. Vous allez voir au Botswana, les gars ils travaillent en ville, mais ils ont derrière chez eux leur petite exploitation agricole. Donc vraiment ramener les gens vers l'importance de comprendre la portée agricole qu'il y a. Ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'or vert, parce que nous avons plus d'1 million de populations en Afrique qu'il faut nourrir. Et les politiques ont leur part à s'assurer que sur les échanges commerciaux, les produits qui reviennent de l'Europe ne viennent pas saturer le marché local. Donc il faudrait quelque part trouver des moyens pour encourager nos agriculteurs. D'accord. Alors, Belfella, peut-être en 30 secondes, malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, qu'est-ce qu'on peut apprendre au lieu d'attendre le prochain choc mondial? Qu'est-ce qu'on peut attendre pour limiter les dégâts en Afrique, au lieu d'attendre? D'abord, il faut des stratégies autonomes qui prennent en considération les spécificités africaines. Je ne veux pas avoir des stratégies qui sont importées d'autres cas mondiaux, en fait, où on arrive à copier des modèles qui ne correspondent pas à la réalité africaine. Deuxièmement, je trouve que l'axe de la formation, il est très important actuellement pour un secteur qui se développe technologiquement. Et troisièmement, c'est le développement des énergies renouvelables parce que c'est complémentaire pour la question du climat pour ce secteur de l'agroalimentaire. Je suis sûr que nos deux autres invités avaient plein de choses à dire sur cette question, mais nous arrivons au terme de ce Washington Forum, un débat à suivre. Merci à nos